reprendre la suite de Béatrice pour évoquer un peu la question de genre et au pluriel et de sexualité au prisme des sciences sociales. Puisqu'on va parler d'identité, je vais en présenter deux qui me concernent. Je suis d'abord éducateur spécialisé, c'est un métier que j'ai exercé pendant 20 ans. Et je crois qu'une des motivations pour être éducateur spécialisé, c'est d'avoir envie de rencontrer l'autre. Le travail social est un travail de rencontre. Et rencontrer l'autre, et vous allez voir que ça va toucher tout de suite la question de l'adolescence, c'est aller vers l'altérité. Je me plais à dire que l'altérité, ça a la même étymologie que altération. Donc, accepter d'aller vers l'autre, c'est accepter de se laisser altérer. Et la première fois que j'ai rencontré une personne trans, elle s'est présentée à moi en portant le même prénom que moi, Thierry. Sauf qu'aujourd'hui, elle est devenue Ève, et j'avoue que cette collusion avec le même prénom a fait un petit ébranlement dans la première rencontre que j'avais faite en tant qu'éducateur. Finalement, l'adolescence, c'est justement le moment de la rencontre avec l'altérité essentielle, puisque, pour reprendre une expression d'André Comte-Sponville, c'est le passage d'une sexualité masturbatoire à une sexualité relationnelle, voilà, et que l'autre, quand même, c'est pas si simple que ça. Même s'il est du même sexe, c'est encore un autre. Voilà. Ma deuxième identité, c'est anthropologue. Et l'anthropologie, alors moi je suis plutôt un anthropologue de l'adolescence, mais l'anthropologie nous permet déjà une première chose, c'est de se rendre compte que les groupes sociaux se construisent sur des représentations du monde. Et que ces représentations du monde, assez rapidement, assignent des places et des rôles. Claude Lévi-Strauss, qui est parti au paradis des anthropologues à 101 ans, ce qui prouve que ça conserve, à partir de ses propres recherches, avait dit finalement dans les groupes sociaux, il y a quand même assez souvent deux places qui ne sont pas honorables. C'est la femme stérile et l'homme célibataire. Pourquoi ? Mais parce qu'ils refusent l'ordre social. L'ordre social, c'est-à-dire la reproduction. Et on voit bien qu'un certain nombre de difficultés, y compris lorsqu'il s'agit de personnes stigmatisées ou de populations stigmatisées, c'est qu'ils ne sont pas reconnus comme des procréateurs honorables au titre de l'ordre social. Comment nos sociétés modernes ou coutumières accompagnent-elles les jeunes vers le chemin vers l'âge adulte, c'est-à-dire comment gèrent-elles la puberté, le remaniement pubertaire, comment gèrent-elles les pulsions, et comment accompagne-t-elle une éducation à la sexualité ? Et là, on pourrait faire un petit détour par Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, qui finalement nous rappelle que les sociétés ont toujours hésité entre deux postures, qu'avec un brin de coquetterie, Foucault appelle l'ars erotica ou la scientia sexualisme, qu'on peut traduire par l'art érotique ou le discours de la science. L'art érotique étant plutôt la proposition des sociétés coutumières, et le discours de la science étant plutôt le nôtre. L'anthropologie aussi nous ouvre à une science des possibles, c'est-à-dire que lorsqu'on discute avec des collègues qui arpentent différents terrains sur la planète, on se rend compte qu'à peu près tout est possible ailleurs, même ce qui serait tout à fait impossible chez nous. Le fait que ce soit possible ailleurs, ça ne veut pas dire que ce soit reproductible chez nous, mais c'est possible. Concernant les questions qui nous occupent aujourd'hui, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, il faut bien dire que on a attendu longtemps avant d'avoir des travaux sérieux sur les questions, parce que le regard porté sur le genre et sur l'homosexualité était vraiment un regard très néocolonialiste. C'est que très souvent, lorsque les premiers grands ethnologues ou grands anthropologues sont arrivés, ils ont vu dans certaines manifestations de confusion des genres ou de composantes homosexuelles une gestion de la folie, une gestion des déviances. Rarement ont-ils considéré que ça pouvait être initiatique. Il a fallu attendre, par exemple, Maurice Godelier, avec ses Barouillas de Nouvelle-Guinée britannique, qui ont une homosexualité initiatique dans le passage à l'âge adulte.
Finalement, là où peut-être il y a eu un certain nombre de travaux plus récents quand même, c'est sur la part de tolérance sociale laissée ici ou là sur les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Et on pense notamment aux travaux sur la tolérance de l'homosexualité masculine dans le Maghreb. Mais en voyant que c'est quand même pas si simple, déjà au niveau législatif, c'est quand même parfois encore condamné. Et puis je pense à l'autobiographie d'un jeune gay, alors je ne sais plus de quel pays du Maghreb il est, mais dont le titre de son ouvrage, c'est une parole que lui adresse sa mère en comprenant qu'il préfère les garçons, « Laisse tes fesses fermées ». Ce qui veut bien rappeler que ce qui dérange, c'est quand même la sodomie. Ceci explique d'ailleurs peut-être en partie l'invisibilisation de l'homosexualité féminine. Finalement, vous allez voir que les sciences sociales, on se distingue un peu de nos amis les psychologues, mais ça, Jonathan va en parler après, parce que c'est vrai que finalement, si on regarde un peu, parce qu'on regarde quand même les travaux de nos collègues psychos, on comprend quand même que la première chose qui les a intéressés, notamment je pense aux psychologues de l'après-guerre, c'est l'origine et la cause de ces identités de genre ou de ces orientations sexuelles hors normes. Voilà. C'est-à-dire, on se pose toujours la question comment on devient homosexuel ou comment on devient trans. Bon, on ne s'est pas posé souvent la question comment on devient hétérosexuel et comment on devient cisgenre. Voilà. Il y en a un qui s'est posé la question, quand même, c'est Freud. Freud, dont on peut pas le taxer d'homosexuel, il était très amoureux de sa femme, il a même choisi de devenir médecin pour la conquérir. Mais Freud évoque en 1904 ce désir morbide pour l'autre sexe, voilà, dans une question qui se pose sur le devenir. Puis une des questions aussi qui a intéressé la psychologie, c'est le fonctionnement. Comment ça fonctionne cette affaire-là ? Et puis, malheureusement aussi, parfois, on le voit, et Béatrice nous l'a rappelé quand même comme de quelques dérives, c'est est-ce que ça se traite, est-ce que ça se guérit, cette affaire-là, voilà. Et les thérapies de conversion, je pense, peut-être avez-vous lu ce livre d'Yves Navarre qui a obtenu le prix Goncourt en 1980, Le jardin d'acclimatation, qui rappelait que beaucoup de grands bourgeois confrontés à un enfant homosexuel l'envoyaient dans des thérapies de conversion et parfois des lobotomies en Espagne. Pour les sciences sociales, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est comment, dans certains groupes sociaux, dans certaines sociétés, on passe d'un problème social à un rôle social. Finalement, à partir du moment où des rôles sociaux sont assignés, évidemment, ça se passe beaucoup mieux pour les uns comme pour les autres. Un des premiers anthropologues, et il n'était pas que cela, qui s'est intéressé à la question du genre avec un regard qui n'était pas néocolonial, c'est Georges Devreux, l'ethnopsychiatre, qui s'intéresse dès 1937 à la composante homosexuelle dans la construction de la personnalité des Indiens d'Amérique. Donc lui, il va s'intéresser aux Indiens Mohave, qui sont en Californie, en Arizona et au Nevada, et qui jouent déjà sur ce que nous appellerions mâle, femelle, masculin, féminin, masculinité, féminité, et il voit que finalement c'est assez fluctuant. Après ces travaux, il y a eu évidemment beaucoup de travaux sur ceux qu'on appelait les berdaches, qu'aujourd'hui on appelle les bispirituels, la bispiritualité, et qui viennent montrer que déjà quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que dans les tribus amérindiennes, on estime, alors les chiffres varient, certains disent 130, d'autres disent 150, mais enfin disons un grand nombre de tribus amérindiennes n'ont pas deux genres, elles en ont quatre. Les hommes masculins, les hommes féminins, les femmes féminines, les femmes masculines. Et pour les berdaches, le changement de genre peut être permanent ou fluctuant. Alors évidemment, c'était très compliqué parce que parfois, certains explorateurs ont voulu voir des travestis ou ont voulu voir des homosexuels, mais c'était infiniment plus compliqué que ça. Et donc, il y avait parfois une confusion chez les pauvres Européens qui ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi un homme s'habillerait en femme tout en dormant ou en épousant une femme. Voilà. Les plus célèbres sont les Navarros, parce que finalement, c'est eux qui ont immédiatement donné des rôles économiques
Souvent, les berdaches étaient des artisans très doués, des artistes, mais aussi des rôles spirituels, fabrication des mets et des repas sacrés, médiateurs, éducateurs. Je plaisantais avec des professeurs des écoles en disant, vous voyez, dans certaines sociétés, on estime que pour être éducateur, il faut être homosexuel. Alors vous voyez, si on critère à l'éducation nationale, si vous n'êtes pas homo, vous n'êtes pas prof. Voilà. Donc là, ce qui a aussi été souvent regardé avec des lunettes très néocoloniales, c'est la question des chamans. Les chamans que beaucoup ont vus comme étant très ambivalents dans leur posture, comme ayant des composantes ou des tendances homosexuelles. Et finalement, il faut attendre des travaux un peu plus sérieux pour voir que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et par exemple, pour n'en citer qu'un, Bernard Saladin d'Anglure, qui est un spécialiste des Inuits, nous rappelle que les Inuits ont un imaginaire qui fait que nous sommes tous la réincarnation d'aïeuls. Sauf que Bernard Saladin d'Anglure se rend compte qu'un tiers des enfants sont la réincarnation d'un adulte de l'autre sexe. Donc, dès la naissance, lorsque l'enfant paraît, le chaman est là pour identifier le sexe de la réincarnation. Et donc, pour un tiers des enfants, par exemple, le petit garçon est la réincarnation d'une grand-mère ou la petite fille, la réincarnation d'un grand-père. Et ces enfants vont être élevés dans les stéréotypes de genre du sexe de leur réincarnation et non pas de leur sexe biologique. Et ça, jusqu'à la puberté. Et à la puberté, on va leur laisser le choix. On va dire, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on continue à te considérer dans le sexe de ta réincarnation ou dans ton sexe biologique ? La majorité d'entre eux veulent à ce moment-là être reconnus dans leur sexe biologique. Une minorité veut continuer à être reconnue dans le sexe de leur réincarnation. Ceux-là deviennent chamans. Et donc Bernard Saladin d'Anglure nous dit, chez les Inuits, il y a 3 genres, hommes, femmes ou chamans. Mais ça va plus loin, et dans son travail, par exemple, il raconte une histoire qui est très drôle. C'est un homme qui vient de se marier et qui est très amoureux de sa femme. Et il dit, elle est géniale, elle est belle, elle est merveilleuse, mais en plus, elle est la réincarnation d'un aïeul masculin, ce qui fait que jusqu'à la puberté, elle a été élevée comme un garçon. Donc non seulement elle est une femme géniale, mais elle est aussi un excellent compagnon de chasse. Donc, moi-même, j'ai effectué de 2011 à 2017 une recherche à Mayotte sur les transthérapeutiques. Mayotte, qui, vous le savez, est devenu un département français et malheureusement, avec ça, est en train de perdre ses traditions coutumières parce que les Mahorais étaient une société matrilinéaire et matrilocale. C'est la matriarche qui gère le clan et c'est les femmes qui gèrent toute la spiritualité, toutes les cérémonies sacrées, notamment les cérémonies de transe où elles peuvent incorporer des esprits anciens. Donc, dans les cérémonies de transe thérapeutique, qui s'appellent les rumbu, qui étaient l'objet de ma recherche, eh bien, il y a une centaine de femmes qui incorporent, par cérémonie, qui incorporent des esprits anciens. Mais il y a 2 ou 3 hommes parfois, alors que normalement, ce n'est pas une affaire d'hommes. Les hommes sont à l'écart. Mais ces hommes sont homosexuels, ou trans, on pourrait dire. Donc, ils ont gardé en eux une part de féminité qui leur permet, eux, et pas les autres hommes, d'incorporer des esprits. Finalement, nous avons donné à cette journée le titre « Qui je suis ?» point d'interrogation, comme le rappelait Béatrice, « Qui j'aime ?» point d'interrogation. Finalement, ces 2 questions sont intrinsèquement liées, même si elles sont différentes. Je pense notamment à des parents d'enfants trans qui étaient un peu dans la confusion. Je pensais que j'avais pas compris tout de suite que mon enfant était trans, je pensais qu'il était homosexuel. Ou par exemple, ce jeune homme que j'interviewe pour une recherche et qui me dit « Aujourd'hui, je suis homosexuel, mais quand je serai enfin une femme, je serai hétérosexuel. » Donc, ce qui montre aussi la pluralité des identités. Ce que montrent nos recherches, et pas que les miennes, c'est que l'orientation sexuelle, majoritairement, arrive avec la puberté. Il y a quelques exceptions qui confirment la règle de jeunes prépubères qui se sentent déjà attirés par le même sexe, mais généralement, c'est avec les remaniements pubertaires et les premiers émois qu'apparaît l'orientation sexuelle. Pour l'identité de genre, c'est très différent.
puisque c'est véritablement dans la petite enfance et que toutes les personnes que nous avons pu rencontrer, interviewer, ont perçu, comme Béatrice l'a évoqué, souvent dès la toute petite enfance, et ça vient d'ailleurs confirmer les travaux d'un psychologue du développement, Laurence Kohlberg, qui a étudié les différents stades du développement du genre. Il en distingue 5, et le dernier arrive à peu près pour lui à 5 ans, avec ce qu'il appelle la constance de genre. Et il remarque d'ailleurs, Laurence Kohlberg, il fait presque un travail de sociologue à ce moment-là, puisqu'il dit c'est le moment pour le petit garçon ou la petite fille qui a enfin compris ce que c'est le genre et à qui il s'identifie, une période de très grande psychorigidité, puisque finalement il se conforme aux stéréotypes de genre de ses environnements sociaux et culturels. Je reviens sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'orientation sexuelle à l'adolescence, elle n'est pas si simple que ça, parce que ça pulse, et ça pulse beaucoup. J'aime beaucoup la définition que Freud donne du passage de la sexualité infantile à la sexualité adulte. Il dit c'est le passage de la pulsion à la tendresse. Et quand on a été éducateur, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des moments où ça pulse beaucoup et ça nous fatigue beaucoup, et ça s'apaise justement quand quelque chose se passe. Je pense par exemple à des jeunes adultes délinquants un peu multirécidivistes dont on désespère du Xème retour en prison, et qui finalement s'arrêtent à partir du moment où ils découvrent l'amour. La délinquance s'arrête parfois, et finalement c'est parfois efficace. Les pulsions homosexuelles, les expériences homosexuelles sont évidemment n'aboutissent pas forcément à un désir homosexuel, mais peut-être que la période de l'adolescence, c'est la période justement d'expérimentation de cette bisexualité psychique qu'évoquait Freud. Voilà. Je me rappelais d'ailleurs, du haut de mes 66 balais, que lorsque j'étais adolescent, avec mes copains et copines de lycée, on se disait tous bisexuels. Ce n'est pas vrai, c'était absolument faux. La majorité d'entre nous étaient hétérosexuels, quelques-uns étaient homosexuels, peut-être que quelques-uns avaient fait l'expérience des deux, mais vous voyez, pourquoi on se disait bisexuel? C'était pour laisser la porte ouverte. Et d'une certaine manière, on va retrouver dans la sémantique adolescente quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui. Comment laisser la porte ouverte, notamment dans tout ce qui entoure aujourd'hui la non-binarité. Mais il est vrai que pour les personnes qui affirment leur identité de genre ou leur orientation sexuelle à travers des coming out, c'est pas si facile que ça. Et évidemment, la sursuicidabilité, j'y reviens pas, Béatrice en a parlé. On a eu pas très loin de chez nous le petit Lucas à Épinal qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé pour son homosexualité. Peut-être d'ailleurs qu'il y aurait un travail à faire, à poursuivre, qui n'a été fait en sciences sociales, à ma connaissance, qu'une seule fois de manière très aboutie, c'est sur la bisexualité. C'est un travail qui avait été mené par Romel Mendes Leite, qui était un sociologue brésilien, et le titre de son ouvrage était intéressant. Il avait appelé ça « La bisexualité, le dernier tabou ». Avec cette hypothèse finalement que ce n'était pas tellement l'hétérosexualité ou l'homosexualité qui dérangeait. Il est vrai qu'il avait écrit ce livre à l'époque du sida, et que au tout début de l'épidémie, on pensait que vraiment ça concernait que les homos et les héroïnomanes, voilà, et que les hétéros étaient préservés. Et tout d'un coup, les hétéros sont touchés, donc c'est la faute des bisexuels, parce qu'ils ont cherché le sida chez les homos pour le ramener chez les hétéros. Ce qui est intéressant d'ailleurs, pour préparer un peu l'intervention d'aujourd'hui, j'ai relu Freud. Donc, je suis allé ailleurs que dans ma discipline, et je me suis quand même aperçu que Freud interroge la question du genre et de l'homosexualité surtout à partir du rejet social. Et d'une certaine manière, il est assez précurseur sur cette question-là, parce que, et c'est un sociologue là par contre, qui est anthropologue et psychanalyste, Lionel Lecor, qui a essayé de travailler sur l'homosexualité chez Freud, et qui nous rappelle quand même des choses assez étonnantes.
pour le Freud du début du XXe siècle, hein, dans la Vienne un peu conformiste. Freud est très proche de Jung. Après, il va se fâcher, hein, voilà. Mais il en fait même son dauphin. Hein. Et entre 2010 et 2012, curieusement, 2 fois, il s'évanouit dans les bras de Jung. Voilà. Et donc, on demande à Freud, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et Freud dit, c'est mon problème homosexuel non résolu. Voilà. Donc, on peut aussi, évidemment, Lionel Lecor interroge aussi la très grande amitié qui liait Freud à Fliess, hein, qu'on pourrait presque comparer à la très profonde amitié entre Montaigne et la Boétie. Sur la question de l'orientation, de l'identité de genre, il faut quand même rappeler, Béatrice l'a dit très rapidement, mais que si le questionnement de genre est très présent à l'adolescence, les personnes qui veulent transgenre, qui veulent changer de sexe, restent une minorité. Et ça, c'est aussi important de rappeler que c'est une minorité pour tordre le cou aux polémiques stériles qui voudraient nous faire croire à une contamination, à une épidémie. Par contre, ce qui vient peut-être bousculer le cocotier aujourd'hui, c'est de la part de certains adolescents une réinterrogation des stéréotypes de genre. Hein, et peut-être encore plus que la génération post-68arde dont je fais partie. À ce titre, Erving Goffman, qui est un de mes sociologues préférés de l'école de Chicago, était aussi un peu précurseur dans un livre qui n'est pas du tout connu, qui ne fait pas partie des trucs qu'on étudie à la fac de sociaux. On étudie stigmate, asile, la mise en scène de la vie quotidienne, mais il a fait un petit bouquin qui s'appelle « L'arrangement des sexes », en 1977, donc peu de temps avant sa mort, et il nous dit quand même quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Ce n'est pas la religion, c'est le genre qui est l'opium du peuple. » Ce n'est pas la religion, c'est le genre qui est l'opium du peuple. Et il nous explique que finalement, il y a 5 paramètres qui vont forger d'une certaine manière les stéréotypes de genre. 1, la division du travail. Bon, là, en tant que travailleur social, j'ai vu la surféminisation de mon secteur. La socialisation, les premières socialisations frères-sœurs. Et là encore, je me rappelle que quand j'étais éducateur spécialisé, les filles venaient me voir pour que je dise à leurs parents de leur donner autant de liberté qu'à leurs frères. Voilà. Les pratiques relatives aux toilettes. Alors ça m'amuse beaucoup dans les colloques de travail social de voir que nous, les mecs, on n'a pas beaucoup de difficultés à la pause pour aller se soulager, mais pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Voilà. La sélection à l'embauche et évidemment tous les systèmes d'identification. Finalement, et c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de Jonathan quand il m'a dit « Et si tu acceptais que les psychos viennent un peu travailler avec les sociaux sur cette question ?» C'est parce que la manière dont il me l'a proposé, c'était un peu de dire « Il y a un questionnement adolescent, est-ce qu'on pourrait ensemble se laisser questionner ?» Hein, voilà, participer de ce questionnement. Et c'est ça qui m'a évidemment vraiment plu. Je vais aller vers la conclusion pour qu'on puisse avoir aussi, pour laisser la parole à Jonathan, puis avoir peut-être un espace de débat avant la pause méridienne. Mais pour dire que ce qui m'intéresse aussi dans ces questions, c'est véritablement, et vous le savez, les gender studies, les études sur le genre sont devenues un département important des sciences sociales et humaines, voilà. Et donc, il y a vraiment lieu d'interroger ces stéréotypes dont nous sommes finalement, qui nous imprègnent de manière presque banale, presque sans qu'on s'en rende compte, et qui font que nous avons des identités multiples. Et c'est peut-être là d'ailleurs que nous sommes des fois étonnés et un peu perturbés par la sémantique extraordinaire qu'utilisent les ados. Hein. Moi, je m'étais amusé à faire un petit lexique français LGBT français, mais je l'avais fait en 2013, mon lexique est obsolète. Hein, c'est-à-dire qu'on invente des nouveaux mots. Allez, en 2013, je voyais des ados qui me disaient qu'ils étaient gender fluides. Aujourd'hui, je vois plus des ados, ceux qui sont en questionnement, qui parlent de non-binarité. Mais en même temps, dans la non-binarité, quand on creuse un peu, il y a au moins 3 ou 4 catégories de non-binarité qui sont extraordinairement différentes. De la même manière, j'ai rencontré des adolescents qui se disaient asexuels. Alors pour moi, le A, c'est le A privatif. Et puis en creusant, je me suis aperçu que
ben non, ce n'étaient pas des adolescents sans sexualité. C'était des adolescents qui réinterrogeaient leur rapport à la sexualité. Finalement, pour les sciences sociales, nos adolescents sont résolument postmodernes. Voilà. Par contre, évidemment, ce qui nous intéresse, et c'est aussi ce qui a rassemblé les contributeurs de toute cette journée, c'est peut-être loin des polémiques entre des associations militantes très radicales ou des psychanalystes très conservateurs. Entre les deux, il y a sans doute une position médiane pour l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on accueille sans discrimination, sans stigmatisation, parce que finalement, et c'est pas si simple que ça, la postmodernité, c'est l'ère de l'individu absolu. C'est-à-dire que nous avons chacun, et les adolescents sont là pour nous le rappeler, rappeler que je ne suis pas l'autre, je suis moi. Et ça a quand même un intérêt. C'est que les sociétés de clones, quand même, c'est assez souvent des sociétés totalitaires, même si elles peuvent aussi être très sécurisantes. Voilà, je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier de votre présence. Vous êtes nombreux en présentiel, mais aussi en visio. Et j'en profite aussi pour remercier la Maison des Ados et particulièrement Delphine Rideau aussi pour tout son investissement pour l'organisation de cette journée. Remercier le laboratoire Sulisam et le Lynx d'avoir participé à cette organisation. Et enfin, la Micha qui nous accueille aujourd'hui. Et Social Avenir, pardon. Excuse-moi. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je voulais commencer par une polémique. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est Damien, qui a 14 ans, qui, entre amusement et provocation, va reprendre au début de nos séances hebdomadaires une vidéo TikTok qui circule parmi les collégiens de son âge. Alors, cette phrase, elle est issue d'une vidéo d'un sermon d'un prédicateur évangéliste congolais, qui a rencontré un certain succès en fait sur ce réseau social, qui est particulièrement donc plébiscité par les adolescents et les jeunes adultes, au point d'en faire une tendance, alors une trend, moi je découvre ça, qui a inspiré des reprises et des détournements. Alors Damien, rigolard, me montre toutes ces vidéos, tout en étant surpris que je n'en connaisse l'existence. Ces stéréotypes de genre d'un autre âge refont surface sur les réseaux, à coups de hashtags, alors soit le plus souvent pour les combattre, soit pour les revendiquer dans certains cas, à l'image de hashtag Stay at Home Girlfriend, donc reste à la maison jeune fille, où des jeunes femmes mettent en avant, à renfort de filtres et de narratifs romantiques, leur quotidien de femme au foyer, attendant l'arrivée de leur compagnon. Donc ça, c'est des choses très actuelles. Alors s'il semble prendre cela très à la légère, ces vidéos font néanmoins écho avec ce que traverse Damien. Depuis le début de nos rencontres, il n'a en effet de cesse de montrer une virilité, une posture virile. Je me posais la question de l'imposture chez lui. Se traduisant par des comportements violents avec les autres garçons et des conduites limites qui le met régulièrement sur la sellette par rapport au collège. Il a dû faire passer dans plusieurs collèges, il a été viré, etc. Le refus de perdre, la recherche de ses propres limites, s'ajoute à des propos très souvent dénigrants envers les femmes. Elles sont comme ça les gonzesses de toute façon, émaille régulièrement son discours, qui peut être à la fois provocateur, mais également dans une recherche de connivence masculine avec moi. Alors, pour l'histoire de Damien, les parents de Damien sont séparés, il vit chez sa mère et sa compagne, et il voit son père un week-end sur 2. Celui-ci, poussé par un alcoolisme qui ne dit pas son nom, vit de manière tout à fait marginale. Pour autant, Damien s'identifie à ce père de façon assez massive, au point de vouloir en faire le même métier. L'homosexualité maternelle n'est jamais évoquée par Damien, mais ce qu'il reproche finalement à sa mère, c'est d'avoir laissé son père, ce qu'il considère du coup être la raison finalement de cette déchéance paternelle. Les choses ont pu évoluer autour de ça, ça a pu être travaillé. Alors cette vignette clinique introductive rencontre d'un moment adolescent. Si Damien ne s'interroge pas sur son genre, à proprement parler, il reste que cette question n'est néanmoins pas absente de son discours, mais aussi de sa mise en acte répétée de cette virilité que je dirais presque caricaturale.
Est-il si peu rassuré qu'il doit sans cesse se prouver qu'il est un homme? Quelle sorte d'homme, d'ailleurs, peut-il être? Comment Damien va construire sa masculinité parmi les discours qu'il entend, tant du côté familial qu'à travers les réseaux sociaux? Alors, Elisabeth Badinter remarquait il y a encore peu que, je cite, « c'était la femme le continent noir de l'humanité, et nul ne songeait à questionner l'homme. La masculinité paraissait aller de soi, lumineuse, naturelle et contraire à la féminité. » Pour autant, une opposition à la féminité ne paraît plus suffisante pour questionner ce qui peut définir le masculin. D'ailleurs, les propos de Béatrice venaient vraiment appuyer là-dessus. Le rôle de l'homme dans la société n'est plus aussi certain. Ce qui faisait déjà dire à l'historien Arthur Schlesinger, dans les années 50, je cite, qu'aujourd'hui les hommes sont de plus en plus conscients de la virilité, non comme d'un fait, mais comme un problème. Donc ça, c'était déjà dans les années 50. Les études sur le genre, issues de la théorie queer, mettent en avant la masculinité comme une configuration de pratiques située au sein d'un système de rapport de genre. En cela, il existerait, pour des auteurs comme la sociologue australienne Rowena Connell, un pluralisme de types de masculinité, chacun en relation avec ce qu'elle nomme la masculinité hégémonique. Cette dernière viserait à assurer la perpétuation du patriarcat et de la domination de l'homme sur la femme. Les luttes homosexuelles, associées aux luttes féministes et plus globalement celles des minorités, ont permis, à partir des années 70, une évolution sociale considérable dans la société. La publication majeure de Judith Butler, donc Troubles dans le genre, a marqué un tournant dans l'histoire des sexualités et des sciences sociales en déliant la question du sexe avec celle du genre. Sa critique des rapports du pouvoir hétéronormatif prend pour point d'appui le genre comme construction sociale. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Aussi pour elle, je cite, je vous l'ai mis en PowerPoint, « Lorsqu'on théorise le genre comme une construction qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artefact affranchi du biologique, ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps féminin qu'un corps masculin, et femme et féminin, un corps masculin. » Ce tournant épistémologique a connu une nouvelle actualité à la fin des années 2010 avec le mouvement MeToo, visant à rendre compte des inégalités sociales, des inégalités subies par les femmes. La logique contemporaine de déconstruction qui en découle et les revendications identitaires de certaines minorités, notamment en termes d'autodétermination, apparaissent donc comme un prolongement de ce mouvement de contestation. La théorie queer a aussi permis d'interroger le genre comme une construction s'inscrivant dans un contexte culturel et politique, se distinguant ainsi d'une simple dichotomie se basant sur le sexuel biologique. Cette notion de genre, issue des sciences sociales, nous apparaît précieuse pour la psychanalyse. Celle-ci nous permet en effet d'interroger la manière dont le sujet va venir se situer, par sa parole et par son rapport au corps, vis-à-vis de la différence des sexes, en tant qu'expérience du vécu et en fonction de son rapport au social. La critique d'une vision normative de la construction du genre est également constructive. La société érige en effet des modèles que les hommes sont censés incarner pour être masculins. Mais comme le fait remarquer Rowena Connell à ses propos, rares sont les hommes qui collent parfaitement au modèle ou qui font preuve de la même force de caractère, de la même indépendance que John Wayne, Humphrey Bogart ou Clint Eastwood. J'ai rajouté Stallone, quand même, c'est important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement... tout à fait. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est les autres modèles de la masculinité. Je pense notamment à Timothée Chalamet, dont on parle beaucoup en tant qu'acteur, qui est un très bon acteur, mais aussi sur cette question, effectivement, où il est décrit comme ça un peu l'anti-bad boy. Hein, et je trouve que c'était intéressant. Mais déjà, David Bowie, à l'époque, était déjà aussi dans une mise en scène autour de la question du masculin qui était différente de ce qui était traditionnellement accepté. Alors, comment la psychanalyse peut-elle
elle, posait la question du genre. À la suite des travaux de Butler, il s'agit de considérer un au-delà du sexe anatomique pour venir penser donc le genre dans sa dimension sociale, politique, mais également, comme nous amène à réfléchir la clinique orientée par la psychanalyse, dans sa dimension inconsciente. Le corps biologique n'est pas que chair inerte, mais est traversé et est innervé par un ensemble de pulsions, tu l'as dit tout à l'heure, de symptômes, de traumatismes, qui va faire que ce corps sera plus ou moins investi, aimé, détesté, reconnu comme étant ou non le sien. C'est le témoignage aussi de Béatrice, elle est dans ce sens. En ce sens, face à la tentation biologisante, il est utile de rappeler une interconnexion, entre guillemets, du corps à celui du psychisme. Les travaux de psychanalystes, comme Didier Onzieux, par exemple, ont permis de rendre compte de cette dialectique. En cela, la psychanalyse permet une ouverture en soulignant, à l'image de Saussure pour la question de la linguistique, un écart finalement entre le corps et sa représentation. Ceci rejoint aussi la remarque de Serge Leclerc lorsqu'il déclare que la psychanalyse met, je cite, en question, en sa visée ultime, la distinction commune et commode entre un terme de réalité et sa représentation. Ce qui est intéressant, je reprends au témoignage de Béatrice en disant « ceci enfin mon corps », ça pose la question effectivement quelle représentation elle pouvait avoir de ce corps aussi. Le travail de Freud sur les significations des rêves, des symptômes, s'inscrit dans une forme de détachement finalement de la réalité concrète pour venir entendre ce qu'elle peut voiler de la jouissance du sujet. Alors, pourquoi évoquer la psychanalyse ? Nous l'avons vu, certains psychanalystes se sont positionnés dans les médias pour dénoncer une épidémie transgenre, qui serait, à leurs yeux, une conséquence d'un nouveau diktat et d'impératifs catégoriels. Alors, si la question de la place des identifications se pose en effet, il s'agit pour autant d'être vigilant aux différentes assertions qui ont pu être prononcées. Alors, pareil, j'ai révisé mon Freud avant de venir. Alors Freud, dans Malaise de la civilisation, écrivait déjà que l'exigence d'une vie sexuelle de nature identique pour tous veut ignorer les inégalités dans la construction sexuelle innée et acquise des êtres humains. Elle prive du plaisir sexuel bon nombre d'entre eux et devient ainsi la source d'une injustice grave. Pour le dire d'une autre manière, la mise en garde freudienne rend compte des différences possibles dans l'expression du désir et de sa sexualité, et il s'inquiète de la généralisation d'une sexualité qui serait unique, pour le dire autrement, morale. Tout n'est pas égal, et en cela, il ne peut être imposé une frontière entre ce qui serait normal et ce qui serait pathologique. La mise en avant d'une bisexualité psychique, qu'Olivier Putois rappelait en introduction, donc dès 1923 par Freud, a d'ailleurs permis de déplier finalement la question d'une sexualité inconsciente qui se jouerait de la morale et des catégories médicales. La psychanalyse n'étant pas non plus représentée par un courant unitaire, certains, je pense notamment à Laurie Lofer, invitent à renouer avec la subversion pour aller vers une psychanalyse émancipée. Il s'agirait donc aussi d'être dans la nuance par rapport aux critiques, parfois légitimes, qu'on peut quand même lui porter à la psychanalyse. Alors, la psychanalyse nous impose aux thérapeutes qui s'en réfèrent de sortir d'une position militante pour nous recentrer sur ce qui motive le suivi, c'est-à-dire la demande du sujet qui vient nous consulter parce qu'il y a une souffrance et qui nous suppose un savoir et pour laquelle nous supposons que sa plainte vient s'inscrire dans son histoire. Je fais une petite parenthèse pour aussi insister sur le fait que autour de la transidentité, il y a beaucoup de gens qui le vivent très bien finalement, mais nous on a un effet effet halo, c'est qu'effectivement c'est les personnes qui vont mal que nous recevons. Et donc c'est ces personnes-là qui vont mal que nous recevons qu'il s'agit de venir accompagner. Alors l'hypothèse de l'inconscient freudien rend intelligible une trajectoire de sujet qui lui échappe, rendant du même coup caduque l'idée d'un déterminisme purement biologique ou social. C'est là où on peut un peu se distinguer par rapport à Butler. En cela, pour
reprendre Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, on peut rajouter qu'on ne naît pas homme non plus, et qu'on le devient également, mais que ni les conditions du devenir homme, ni son expression future, ne sont sues à l'avance par le sujet. Tout comme Damien, qui face à l'incertitude, semble surjouer comme ça une figure du mal, cherchant par là à porter une tenue chimérique, mythique, imaginaire, bien trop grande pour lui. Ce vêtement couvre en réalité ses failles narcissiques et est brodé avec le fil de son inconscient et vient redonner une légitimité, comme ça, à une figure paternelle qui, même si elle apparaît défaillante, lui permet de retisser, par le biais de l'identification, un lien de filiation. Pour autant, malgré ces tentatives de Damien, la déchéance sociale paternelle et l'inquiétude de Damien pour son père ne lui permet justement pas de construire une identité suffisamment solide, stable, et cet adolescent va venir s'efforcer du coup à reconstruire cette image d'homme par la mise en acte d'une virilité exacerbée, en contrepoint finalement de relatif apaisement que lui proposait le foyer maternel quand il était encore enfant. Ce qui nous amène du coup à évoquer la question du remaniement pubertaire. Cette nécessité de construire une identité sexuée, son identité, apparaît de manière flagrante à la sortie de l'enfance, après une phase de latence et au moment où la puberté surgit. Alors je vous ai mis du coup une image d'une série que je vous conseille fortement pour essayer de comprendre les ados, c'est Big Mouth, qui représente donc la puberté sous la forme du coup d'un hormone monster, voilà. Personnages grotesques qui vont affoler vraiment la vie tranquille d'un groupe d'amis, filles comme garçons. Alors vous voyez, il y a 2 hormone monsters, un pour les hommes, un pour les filles. Il y a aussi la version bi, voilà, non binaire. Et en particulier Nick, que vous voyez tout devant, qui est personnage principal, surprotégé par ses parents et qui vit avec beaucoup de difficultés son retard de croissance. Le mérite de cette série est de rendre compte de la profonde modification qui s'opère tant pour les filles que pour les garçons au moment de la puberté. La puberté apparaît en effet comme une période de dynamitage pulsionnel, des garde-fous construits au moment de la phase de latence. Il s'agissait alors de trouver une manière de circonscrire, de canaliser, donc pendant la phase de latence, l'aile libido de la sexualité infantile du fait de l'épreuve de la castration. L'irruption de la sexualité génitale, la poussée hormonale, vient mettre à sac ces tentatives d'équilibre. Le flot pulsionnel auparavant contenu revient sur le devant de la scène et sur le corps maintenant différent, grandi, sexué de l'adolescent. C'est la fameuse carte de France, ce flot pulsionnel, entre autres. Le concept de libido apporté par Freud rend bien compte de cette énergie psychique à la frontière entre l'inconscient agité par la pulsion et les fantasmes et le corps sexué, d'abord fractionné en autant de zones érogènes, puis qui finit par trouver une certaine unité autour de sa génitalisation. Pour autant, la manière dont cette libido va investir ce nouveau corps psyché ne saurait dépendre du seul instinct ou autre considération génétique. En effet, la sexuation correspondrait à une trajectoire inconsciente dominée par le circuit de la pulsion. Et c'est dans ce sens que le psychanalyste Jean Laplanche déterminera que chez l'homme, il y a de la pulsion sexuelle qui occupe la place majeure, décisive, de la naissance à la puberté. C'est elle qui fait l'objet de la psychanalyse, c'est elle qui est enfuie dans l'inconscient. Il y a de l'instinct sexuel, pubertaire et adulte, et qui trouve la place occupée par la précédente. Cet instinct est donc épistémiologiquement très difficile à définir, dans la mesure où, dans le réel et concrètement, il n'apparaît pas à l'état pur, mais dans des transactions incertaines avec le sexuel infantile qui règne dans l'inconscient. Vous retrouvez ça dans Esquisse d'une théorie de la génitalité. L'instinct, au sein d'une sexualité génitale, doit donc faire face avec cette chose encombrante qui est la pulsion sexuelle, fruit d'une perversité polymorphe, comme disait Freud. On pourrait traduire à la façon d'Olto par une recherche hédoniste d'une satisfaction de plaisirs multiples.
Il ne saurait donc y avoir un instinct de la génitalité sans penser que celle-ci ne soit en réalité infiltrée par les traces laissées d'une sexualité infantile, par ses fantasmes, par les fantasmes des relations passées qui vont colorer, donner le ton, par les fantômes des relations passées qui vont colorer, donner le ton à la manière dont le sujet va investir son corps, sa sexualité et ses amours. En ce sens, la question du genre peut apparaître pour la psychanalyse comme surdéterminée, et non seulement par le contexte social et culturel. Je veux référer à Gérard Pommier, qui est un psychanalyste, qui avance en effet l'idée que même si le sujet est en but à un formatage culturel, c'est bien lui le premier, le sujet. Et à lui de proposer une hypothèse qui pourrait expliquer justement le genre à travers 3 déterminations qui se surajouteraient. Donc une première, je cite, autonome, s'impose d'abord et pousse un certain sujet à choisir un genre. C'est lui qui commande, mais en fonction d'une deuxième détermination, familiale, qui infléchit son choix dans un sens ou dans l'autre. Enfin, une troisième détermination, culturelle, ne fait pas dans le détail et répartit les rôles de chaque genre dans la société. Et de conclure, le résultat global paraît, au bout du compte, naturel. La question du choix, donc, on a mis une question dans notre ouvrage, apparaît ainsi toute relative dans la mesure où il s'inscrit dans une trajectoire qui échappe en partie au sujet et place également la question du sexuel du côté du social. Alors, concernant la question de l'identité et la question de l'adolescence, je suis dans les temps. Alors, l'adolescent pubertaire sera amené donc à trouver des nouveaux points de repère, de nouvelles identifications, hors de l'environnement familial, pour sortir du climat familial devenu étouffant. Cette génitalité nouvelle se construira, comme l'amène Philippe Guton, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'adolescence et notamment de la puberté. Donc cette génitalité nouvelle se construira par des expériences pubertaires, des accordages à l'autre, et notamment ses pairs, renfort indispensable en même temps que potentiellement dangereux dans ce qu'ils peuvent renvoyer comme image à l'adolescent. Les personnes qui côtoient les adolescents se rendent bien compte que l'autre peut être dangereux, ce qui pourrait expliquer notamment un certain cas de phobie scolaire. Philippe Guton amène encore l'idée selon laquelle l'adolescent n'a pas seulement besoin de se sentir pour être, il convient que ses ressentis fassent l'objet de représentations pour un autre, quelque chose d'un adressage. Autrement dit, l'autre est nécessaire pour offrir un support à l'identification, mais également pour le rendre visible à ses propres yeux. Il s'agit là de voir et d'être vu comme une dialectique participant à la construction d'une identité. Freud va, lui, très peu évoquer la question de l'identité, sinon pour formuler la notion d'identité de perception qu'on renverrait au processus primaire. En revanche, l'identification apparaît comme une notion centrale chez Freud dans son analyse du développement psychique. Comme le souligne en effet Laplanche et Pontalis, je cite, « Le concept d'identification a pris progressivement dans l'œuvre de Freud la valeur centrale qui en fait, plus qu'un mécanisme psychologique parmi d'autres, l'opération par laquelle le sujet humain se constitue. L'identification serait, ainsi que le résume Paul Laurent Assoun, un processus inconscient de se faire identique et désignerait le vouloir être comme, soit le désir de l'être idem à l'autre. Il s'agirait dès lors d'une mise au travail de l'individu dès son plus jeune âge, à travers le reflet de soi renvoyé par l'autre, autrement dit, d'une composition du sujet, d'une formation, d'un jeu, se déroulant via le prisme de l'altérité. En soi, et là je vous renvoie à Lacan avec toute la question du stade numéro 1, en soi l'identification, bien plus que l'imitation, est un mécanisme mettant le sujet en prise avec son image, telle qu'elle peut être reflétée par un autre. L'identification, comme principe fondateur de la construction subjective, permettrait, à défaut d'être soi-même, qui est là pour le coup étendard de l'identité, un être comme, soulignant par là même la dialectique naissante entre une aliénation fondamentale à l'autre, et à son image, et la perspective subjectivante entamée par une appropriation d'un jeu. Autrement dit,
Le sujet, en s'identifiant, se reconnaît comme sujet d'un jeu, tout en marquant sa dépendance à cet autre vers qui il tente de s'identifier. On le voit bien chez Damien. Aussi, à la fiévreuse question de « Qui suis-je » adolescent, le poète répondra « Je est un autre ». Alors, si l'identification est un mécanisme qui, dès la petite enfance, vise à la subjectivation, la rupture de l'adolescent avec ses imagoparentaux va donner un nouvel essor à cette dynamique. Il s'agira, pour l'adolescent, on le disait, de retrouver un nouvel élan à cette dynamique identificatoire qui lui garantit d'être comme pour tenter de s'assurer dans cette nouvelle étape de la vie. Ceci passe dès lors par une recharge de sa propre pensée, qui, alors prétention de la jeunesse oblige, se veut nécessairement nouvelle, et en rupture avec les pensées d'avant. Alors, je citerai Daniel Marcelli, qui est un psychanalyste bien connu des Strasbourgeois. L'adolescent cherche à expulser l'autre de ses pensées pour en devenir le seul dépositaire, tout comme l'enfant veut agir de son propre chef. C'est moi qui pense cela, ce sont mes pensées, je pense, se dit l'adolescent. Ce nouvel effort de l'adolescent pour sortir du temps de son enfance, pour construire son jeu émancipateur, passe ainsi par une construction de sa propre pensée qui doit nécessairement s'inscrire dans une appropriation épistémique qui lui sera spécifique. Il s'agit en quelque sorte de renverser, de révolutionner les tenants de la pensée parentale en marquant sa propre pensée d'un jeu. L'innovation de la pensée, de l'adolescent, l'est donc au sens où le présupposé pensé par soi-même s'inscrit dans une démarche singulière, entamant une séparation d'avec les figures parentales, celle-ci étant propice à l'éclosion subjective de l'adolescent. Pour le dire autrement, il s'agit pour le sujet adolescent de s'extraire du terrain familial, ordonné selon la géographie parentale, pour trouver racine dans un jardin des désirs dont lui seul a, pense-t-il, la clé. Je continuerai sur la question de l'autodétermination et la question de la radicalité. En organisant cette journée, on s'est dit que ça sera un sujet touchy, et effectivement. Mais ça pose la question de la radicalité. Depuis quelque temps, effectivement, nous assistons dans notre clinique de l'adolescent à une revendication autour de la question de l'autodétermination de genre, qui peut nous apparaître déconcertante dans un premier abord. En effet, au trouble dans le genre semble répondre le trouble du clinicien, l'éducateur, le prof, qui est confronté à ces nouvelles identités. Comment nommer un adolescent qui veut se faire appeler autrement que par son prénom d'origine ? D'autant plus quand ce prénom change au cours de la thérapie. Quel pronom utiliser pour s'adresser à lui quand il ne se reconnaît pas dans celui qui lui est assigné ? Alors, il, elle, yel, they, them en anglais. La découverte au fil de la thérapie que le garçon dont notre jeune patiente mentionne depuis des mois comme étant son petit ami est en fait une fille, va-t-elle modifier notre façon de percevoir la prise en charge clinique de l'adolescente ? Ces questions viennent interroger nos propres représentations et remettent en cause la manière dont nous allons rencontrer le jeune. L'évolution constante des termes utilisés pour se définir, un terme étant rapidement dépassé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ok. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. En tout cas, ça m'a mis dans une position de non-savoir face à ces nouveaux discours. Alors, comme dans le film du même nom, le code a changé. L'écart générationnel fait que nous ne parlons pas le même langage et que nos perceptions divergent sur les priorités à donner au combat féministe et aux luttes homosexuelles. Aux yeux du jeune, nous sommes, avec toute l'arrogance qui peut parfois le caractériser, des boomers qui ne comprennent rien à la marche nouvelle du monde. Déjà. Alors, je vais passer à la conclusion. On parlera par la suite. Je vais conclure par un poème de Louise Ackermann. Prodigue de trésors et d'ivresse idolâtre, la jeunesse a toujours fait comme Cléopâtre. Un pur et simple vin est trop froid pour son cœur, elle y jette un joyau dans sa fougue imprudente. À peine a-t-elle, hélas, touché la coupe ardente, qu'il n'y reste plus rien, ni perles, ni liqueur.
Aux adolescents de continuer de bousculer nos a priori et de dénoncer les inégalités avec leur fougue. À nous, thérapeutes, éducateurs, profs, de faire en sorte de continuer à les écouter avec notre neutralité bienveillante et de les accueillir pour qu'ils puissent cheminer dans la voie de leurs désirs. La meilleure acceptation par la société permet de poser la question de la transidentité à certains adolescents, sans pour autant que ceci ne provoque une épidémie de transgenre. Pour d'autres, plutôt que des questions, ça sera la possibilité de mettre enfin un mot sur un sentiment qu'ils ont connu bien avant leur adolescence. La radicalité de certains discours, pro ou anti, nécessite également d'être comprise comme une forme d'indignation politique, en réponse parfois à un vécu d'oppression. D'un dépassement des discours identitaires, communautaires, réactionnaires, de considérations binaires pour ou contre, des affrontements idéologiques, va dépendre la possibilité d'un collectif qui, au sens de Jean Houry, permettrait de déployer le singulier dans le groupe, dans le social, et de lutter contre les effets d'aliénation. Telle peut être la voie d'une réelle émancipation. Je vous remercie. Alors, juste une remarque sur votre affiche sur Big Mouth. Le personnage féminin, si je puis dire, a des seins, donc je pense que c'est un personnage féminin, et le personnage masculin n'a pas d'attribut masculin. Je vais faire ma MLF là, vous voyez. Je trouve qu'il manque quelque chose. Alors pour ceux qui ont regardé la série, c'est très très représenté. Ah d'accord, je vais la regarder. Ah, oui. C'est assez cru, hein, c'est plutôt pour 16 ans et plus. Oui, je voudrais juste revenir sur des définitions entre l'identité sexuée et l'identité de genre. Dans la littérature scientifique, on les entend généralement confondues même, alors qu'ils ont au niveau des évolutions une distinction entre notamment la littérature on va dire anglo-saxonne et la littérature francophone. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a une ambiguïté parce que parfois certains entendent identité sexuelle comme s'il s'agissait de l'orientation sexuelle, voilà, et que l'identité sexuée comme étant l'identité de genre. Mais parfois on voit qu'il y a effectivement des confusions et notamment une différence entre les anglo-saxons et nous dans l'approche. Donc c'est peut-être plus prudent de dire orientation sexuelle, identité de genre, du coup, voilà, pour... Mais voilà, ça rejoint quand même aussi toute la question de la sémantique, hein, vraiment. Par exemple, il y a des questions, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question du genre, on parlait de transgenre pour les personnes, voilà. Puis ensuite, c'était politiquement incorrect, donc on a une transidentité, voilà, donc ou transidentitaire. Puis on questionnement de genre. Donc il faut avancer, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça précise les choses. De la même manière, on parlait de dysphorie de genre. Alors dysphorie de genre, c'est intéressant de rappeler que c'est l'antonyme de euphorie de genre. Donc on aurait envie que tout le monde soit un peu euphorique dans son genre. Et aujourd'hui, alors on a basculé, aujourd'hui on serait plutôt dans l'incongruence de genre. Mais apparemment, au niveau du DSM et de la CIM, ils sont en train de travailler sur une autre définition parce qu'elle ne convient pas vraiment. Mais en même temps, voilà, le chemin se fait en marchant, comme disait Antonio Machado. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement le fait que finalement, c'est un peu le reproche justement de certains discours réactionnaires sur le fait que quelque chose autour d'une identité comme ça, de catégoriser les ados. Mais finalement, quand on est dans la clinique des ados, on se rend compte que c'est très très mouvant que ces choses-là, et qu'un adolescent peut revendiquer quelque chose et puis ensuite revendiquer quelque chose d'autre, parce que finalement, il vient d'une certaine manière prendre appui sur la question du discours social, notamment à travers les réseaux sociaux, hein, pour venir affiner peut-être quelque chose que je disais tout à l'heure d'un jeu. En même temps, il y a vraiment quelque chose qui vient s'affiner de ce côté-là. Et je pense à plusieurs situations cliniques où finalement on se rend compte qu'il y a quelque chose d'important pour les adolescents de venir s'identifier sous certains termes. Et au fur et à mesure du suivi, il y a une forme de détachement qui s'opère, que finalement c'est plus si important que ça. Parce que justement, il y a quelque chose d'une écoute, en tout cas dans une thérapie orientée par la psychanalyse, d'une écoute de l'autre dans son histoire. Et du coup, il y a quelque chose qui vient faire, écho avec sa propre histoire. Et à ce moment-là, on peut parler de lui, de comment lui vit les choses de manière singulière. Et que finalement,
je trouve que c'est un bon remède finalement des fois contre les réseaux sociaux avec les effets que ça peut avoir certains sur voilà. Je vous remercie pour l'organisation de cette journée. Je vous remercie aussi pour le bel ouvrage que vous avez dirigé. Je me disais que si aujourd'hui on pouvait réussir à parler de manière relativement tranquille dans cet espace, c'est aussi parce que vous avez justement évité le ton polémique, vous avez évité de vous positionner pour ou contre, et je crois que c'est extrêmement important. Et je me disais que ce qui se passait là pour nous en tant que chercheurs, alors moi je suis enseignant-chercheur, je suis psychologue clinicienne, et effectivement les positions ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est dans une relation singulière avec un adolescent qu'on va pouvoir, adolescent ou enfant, parce que je pense à ce jeune homme que j'ai rencontré, cet enfant que j'ai rencontré, enfant, et qui est revenu me voir à l'adolescence en me disant qu'il était toujours pris par les mêmes questions, c'est-à-dire à savoir être une fille. Bon, alors on est dans une position particulière, dans une écoute particulière à ce moment-là, avec ce sujet-là dans la clinique, et puis on est à une autre position, tout aussi ouverte, je dirais, mais qui est quand même pas tout à fait à la même place quand on est dans la recherche, quand on est dans l'enseignement. Je crois que ça, c'est important. Et quand certains parlent d'épidémie, je ne reprendrai pas le terme, mais on peut aussi s'interroger sur justement ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont le social produit ces identifications-là. Voilà, donc je ne vais rien dire d'autre que ça, mais il y a la question singulière et puis il y a la question, je dirais, plus collective, et la manière dont le livre de Céline Masson et Caroline Eliachev participent à ce débat, comme d'autres participent à ce débat, et comment nous apportons tout à l'heure... Madame Denain disait, aujourd'hui les adolescents trouvent des réponses. Ils trouvent des réponses dans notre monde contemporain. Ils en trouvaient d'autres avant. C'est pas les mêmes. Et il s'agit d'essayer de les penser et de pas s'y engouffrer. Voilà. Tout à fait. Je crois que tu as raison, Anne. De préciser ça pose toute la question de la nuance, de prendre avec précaution aussi tous ces sujets-là, de pouvoir à la fois dans la clinique, de comment est-ce qu'on reçoit les choses, comment est-ce qu'on travaille les choses, mais aussi là aussi pour être dans cette position-là de chercheur, et d'organiser par exemple cette journée d'études. On a, pour vous dévoiler quelque chose un peu du off, on a été pris pour des lobbyistes LGBT et inversement comme des promoteurs de la thérapie de conversion. Donc vous voyez, il y a un écart entre les deux. Mais d'où l'importance quand même de maintenir, je crois, vraiment la nécessité d'échange en fait. Parce que je crois que vraiment il y a une possibilité, malgré une forme de radicalité, de pouvoir quand même échanger et pouvoir discuter autour de ces sujets c'est des sujets qui sont complexes parce que ça vient toucher aussi à la question de l'intimité. De comment je me ressens en tant que corps et comment je ressens ma sexualité. Et effectivement, je crois qu'aussi certains discours radicaux s'inscrivent aussi dans une forme que je parlais tout à l'heure d'oppression, mais aussi à un moment donné aussi où c'était compliqué de venir aussi venir dire qui on était. Donc je pense qu'il y a aussi un effet comme ça, d'une décennie comme ça aussi, plusieurs décennies. Voilà. J'abonde en tout cas dans ce que tu dis, Anne. Un des sociologues qui a pas mal bossé sur les ados dit cette phrase d'une grande simplicité mais d'une grande justesse: l'adolescence change parce que les temps changent. Et c'est vrai qu'ils sont, et donc en ce sens, ils ne sont pas les adolescents de la génération précédente. Moi, je les compare souvent à des petits caméléons parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation que les enfants n'ont pas et que les adultes n'ont plus.
Voilà. Et d'une certaine manière, mais là ça demanderait peut-être d'autres recherches qu'on pourrait faire ensemble, c'est de voir comment ces questions que nous abordons aujourd'hui sont aussi plus globalement un symptôme parmi tant d'autres de nos sociétés. Voilà. Sur cette énorme question, on pourrait peut-être se faire une pause méridienne, puisque nous reprenons à 13h30 pour entendre d'une part une table ronde des chercheurs et ensuite une table ronde des praticiens.